Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, ce journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ce sujet. Campagne cotonnière 2023-2024 au Burkina Faso, 625 000 tonnes de coton graines conventionnelles et 2400 tonnes de coton biologique attendues. Allons-nous vers une embellie après le revers de la saison dernière? Comment gérer l'épineuse question des intrants? Jean-Pierre Guinco, secrétaire permanent de la filière coton libéralisé au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, sera notre invité. Et puis nous parlerons aussi panafricanisme, notamment à l'épreuve des nouveaux défis dans nos États. Souveraineté, un mot qui revient très souvent. Nous avons un panafricaniste qui est à Ouagadougou, à la personne de Egunchi Béanzin. Il est le fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Il sera notre invité sur ce thème. Et enfin, sport, deux éléments majeurs ont marqué cette semaine. La liste des étalons tombée mercredi, liste que nous allons donc analyser avec Claude Romba. Et il y a aussi l'échec de la médiation dans la crise au sein de la Fédération burkinabé de football, échec sur lequel aussi on va avoir un regard. C'est donc les invités et aussi le programme pour ce qui est du déroulé de ce JDS, le journal dimanche au soir. Nous commençons par la première des rubriques, c'est celle société. Nous sommes le 24 décembre et à l'occasion donc de la fête de Nativité, donc nouvel an aussi de 2024, Monseigneur Prosper Pontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a livré jeudi dernier son message. Il est revenu sur le sens de la fête de la Noël. Il a invité les fidèles catholiques à répondre à l'amour de Dieu par l'amour des frères et sœurs. Nous vous rendons ici le contenu de ce message avec Sanata Siré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour était le maître mot de ce message de fin d'année de Monseigneur Prosper Pontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Le père de l'église Famille de Dieu de Ouagadougou a saisi l'occasion lors de cette adresse aux fidèles catholiques pour établir le lien entre l'amour et la naissance de Jésus-Christ. Comme le dit Saint Paul, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6, 7. Ce chemin que propose Jésus, c'est celui de l'amour. C'est par amour pour tout un chacun de nous que le Verbe de Dieu s'est fait chair. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou a par ailleurs exhorté les fidèles à méditer sur l'amour, symbole de la nativité, surtout dans ce contexte difficile. Pour lui, la souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais plutôt une opportunité qui peut aider le croyant dans sa foi en devenant artisan d'amour dans son milieu de vie. Il nous faut témoigner de cet amour à travers des actes concrets chaque jour. Manifester cet amour de Dieu qui peut se traduire par le pardon offert à un frère qui nous a fait du mal, ou par la réconciliation avec une personne à qui on ne s'adresse plus la parole depuis belle lurette. Nous, chrétiens, avons le devoir de répondre à l'amour de Dieu par l'amour de nos frères et sœurs. Il nous faut accueillir cet amour divin et répandre le feu de l'amour à notre manière en devenant des artisans d'amour au quotidien, dans nos milieux de vie, de travail, de famille, dans les quartiers, dans nos services et les lieux de travail, malgré les vents contraires de la haine, du mépris, du découragement qui peuvent souffler pour l'éteindre. Monseigneur Prosper Pontiebo, faut-il le rappeler, a été nommé archevêque métropolitain de Ouagadougou par le Vatican en octobre 2023. Précédemment évêque de Tinkodogo, il a remplacé à ce poste le cardinal Philippe Ouedraogo, admis à la retraite.
Nous restons dans la partie société de ce JDS pour aborder un autre sujet annoncé d'ailleurs en titre, souveraineté, une revendication de plus en plus portée, combat plus que jamais partagé dans une veille de conscience, pourtant longtemps prôné par un panafricanisme dont certains des pères ont été combattus par les siens et ils ne sont d'ailleurs pour certains plus de ce monde, un panafricanisme dont une nouvelle génération dit tenir le flambeau. Parmi eux, Sylvain Dodji Afwa, il est plus connu sous le nom Egunchi Béanzin. Il est à Ouagadougou dans le cadre de la conférence internationale sur la santé et la souveraineté. Egunchi Béanzin est aussi le fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà, vous êtes à Ouaga dans le cadre, je parlais tout à l'heure de souveraineté, c'est un mot qui revient très souvent. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de la santé. Vous pensez aussi que c'est un front sur lequel on devrait être toujours sur cette dynamique qui est la nôtre aujourd'hui, de réfléchir et de décider par nous-mêmes? Bien sûr, puisque la souveraineté sanitaire, ce qui concerne la santé, fait partie de notre lutte d'émancipation, d'autodétermination des populations africaines, je dirais même des pays africains. Parce que aujourd'hui, la santé des Africains, l'accès aux soins n'est pas très contrôlé, ce qui donne des dérives et une soumission totale à des organisations corrompues qui nous imposent des choses dont notre corps en tant qu'Africain, on n'a pas besoin et surtout on n'a pas de décision dessus puisque c'est imposé depuis l'Occident et on nous l'impose ici sur le continent africain. On va faire un peu plus connaissance avec vous, votre combat et aussi la ligue que vous avez mis sur place. C'est en 2017 que vous mettez le mouvement sur place et au départ, comme on le dit ici, c'est auprès de la préfecture de police de Paris que vous déclarez donc votre mouvement. Vous précisez que l'objectif c'est surveiller les dérives indigénistes sur Internet, promouvoir le devoir de mémoire, lutter universellement contre le racisme. En fait, il fallait peut-être nous demander, on vous aurait fourni la bonne information. Ce que vous voyez là, ça tombe bien, c'est une page qui a été créée par les services de renseignement avec ce qu'on appelle le code gouvernemental. Vous savez, sur Wikipédia, les gouvernements ont un code et ce sont eux qui ont créé ça. Nous, on n'a jamais, c'est-à-dire notre organisation... C'est bien à Paris que vous êtes déclaré. Non, c'est ça le problème. D'accord. Notre siège social se trouve en Belgique et notre siège Amérique se trouve à Caracas. Donc la France, c'était juste notre, on va dire, le mouvement qui est là-bas. Ça, ce sont eux qui ont créé ce truc. Mais pourquoi ils vous ont fiché ? Tout simplement à cause de mes convictions et de mes opinions politiques. Le fait de défendre la souveraineté africaine, l'injustice. Je défends le droit des Africains, mais surtout des Noirs en Europe qui sont victimes de négrophobie, de racisme et d'attaques de tout genre. Donc c'est ça qui donne un peu à ce truc-là qu'on peut voir. Parce que vous venez de dire que surveiller les dérives indigénistes, etc. On nous appelle les indigènes. Vous voyez, c'est comme ça que eux nous surnomment. Comment on peut surveiller des dérives indigénistes? C'est un concept que vous n'épousez même pas. Non, on n'épouse même pas, puisque pour eux, nous sommes des indigènes. Et ce sont eux qui nous considèrent comme les indigénistes. Le fait de dénoncer leur politique, leur vision sur nous, leur manière de faire, pour eux, nous sommes des indigènes, donc forcément dans une lutte indigéniste. Donc ce sont eux, avant notre dissolution, qui sont partis créer cette association en prenant notre nom, puisqu'ils ont vu qu'en France, on n'avait pas mis cela à la préfecture, mais on a réussi à faire gagner beaucoup de choses, des procès, et faire plier le gouvernement. Donc, ils ont chargé le Wikipédia, ils ont mis tout et n'importe quoi. On a d'ailleurs déposé plainte, et Wikipédia nous a fait comprendre que notre Wikipédia a été créé par les renseignements français. Ce sont eux qui gèrent, qui ont le monopole, et qu'on ne peut rien modifier dessus. Alors, on a laissé comme ça. D'accord. Parlons justement de votre mouvement. Au moins, ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux, pour ceux qui suivent beaucoup, peut-être vous connaissent, notamment à travers des vidéos un peu choc. Moi, je me rappelle comme ça d'une vidéo, vous avez votre portable à la main, vous dites, parlant d'une bâtisse, ici, il y a le président Faure
je pense que c'était Nyassimbe. Vous vouliez entrer, on vous a dit de ne pas y entrer. En fait, en tout cas, vous aviez votre mot à dire, vous l'avez dit tout au long de la, voilà, de la vidéo. Pour vous, c'est quoi le principe de cette dynamique? C'est pour quel impact? L'impact, c'est simple, c'est pour avoir des retombées politico-médiatiques. Peu importe, je peux accepter que il y a des gens qui n'acceptent pas et d'autres qui épousent l'idée, mais en posant... Je suis un activiste, hein. Donc, dans le mot activiste, il y a action. En posant l'action telle que vous venez de citer, cela a permis, d'avoir un débat. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que ce monsieur que vous venez de dire président, non, ce n'est pas un président. Non, mais on va pas employer les termes de la vidéo. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour dire que c'est un président illégitime, hein, qui règne à la tête du pays comme un village, hein, son père lui a redonné le pays. Depuis bientôt 60 ans, la même famille règne sur ce pays avec des milliers de morts. Donc quand il vient à Paris, avant tout, moi je le dis, je suis un citoyen français, africain. Donc la France qui s'autoproclame pays des droits de l'homme, pays des libertés, qui met la pression et qui donne des leçons de démocratie aux pays africains, quand ça l'arrange, accepte ce monsieur pour aller dîner à l'Élysée. Moi, je suis désolé, ce sont nos impôts, ce sont mes impôts. Et donc, en tant que citoyen de France, j'ai le droit de me révolter contre la présence de ce monsieur, parce que il y a des présidents qui font moins que ça, que la France ne veut pas accueillir en France. Mais lui, puisque il sert les intérêts de la France-Afrique, endimanché dans son costume délabré de justice et de liberté, alors on lui déroule le tapis rouge et il vient dormir dans un hôtel payé presque 20 000 € la nuit, alors que vous allez au Togo, les populations n'arrivent même pas à se nourrir, n'ont même pas 50 centimes par jour. Mais il se revendique d'être élu. Donc derrière, il y a un process qui a permis qu'il soit président. Non, il n'y a pas de process, puisque il a fait un coup d'État constitutionnel et un coup d'État politique, social dans le pays. Alors, me diriez-vous qu'il y a des coups d'État qui sont bien, qui sont acceptés, et d'autres coups d'État qui... Non, je sais, mais souvent les journalistes il y a certains journalistes qui pensent que voilà, il faut accepter ces coups d'État-là. Non, tout coup d'État, si on doit condamner un coup d'État, alors on condamne tous les coups d'État. Si ce n'est pas le cas, alors il ne faut pas condamner d'autres coups d'État. Tout à l'heure, vous disiez, Eguntu Bianzin, citoyen français, souvent, il y a le reproche aussi que certains vous font, c'est d'avoir cette double nationalité, et d'être, parce que pour beaucoup c'est aussi un genre de confort, hein, d'être un peu plus à l'aise dans un pays et parler autrement de ce qui se passe dans un autre pays. Et pour eux c'est un genre de confort. Quand on est ici, on goûte à ce qu'est vraiment la liberté de parole. Est-ce que vous comprenez un peu ce procès qui vous est fait? Mais vous savez, moi je ne suis pas tombé du ciel, hein. Ne jugez pas aux apparences. Moi je suis un homme, je suis un monsieur né en Afrique, grandi en Afrique, donc je connais la réalité du continent africain. J'étais comme vous peut-être, je sais pas, comme les petits vendeurs de la rue. Qu'est-ce qu'on appelle le confort? Ok, j'ai un passeport français, mais je ne l'ai pas choisi, hein. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez une nationalité que ça retire votre africanité. Il y a des Afro-Américains, des Afro-Brésiliens. Quand vous arrivez en Europe, il y a des Afro-Français. C'est l'identité, elle est là. On ne peut pas rejeter des gens parce qu'ils ont la nationalité française. Alors là, je peux vous répondre en disant, la plupart de vos présidents en Afrique ont tous la double nationalité, voire même des femmes étrangères. On peut prendre la Côte d'Ivoire par exemple, Dominique Ouattara, elle a bien une nationalité française, elle n'est pas africaine, elle n'est pas ivoirienne, ben, ça ne dérange pas les gens. Mais quand c'est nous les panafricanistes, on veut nous faire un procès d'intention, on veut nous clouer au pilori, nous jeter la pommade, etc. pour nous brûler. Alors, j'ai un passeport français, j'aurais pu me taire, rester dans ce confort que vous êtes en train de dire et fermer les yeux sur l'injustice. Et pourtant, j'ai décidé de ne pas rester dans ce confort, prendre la parole, agir et dénoncer ce qui se passe. Donc, c'est ça aujourd'hui. Alors,
beaucoup de gens vivent en France avec un passeport français, ce n'est pas pour autant qu'ils ont le courage de mener cette lutte que nous sommes en train de mener. Et tant mieux, parce que après tout, même nos cartes d'identité dans nos pays, nos passeports dans nos pays, ce sont des cartes d'identité françaises, puisque ces passeports que vous appelez passeports africains ou cartes d'identité africaines des pays anciennes colonies de la France sont toujours fabriqués par la France d'ailleurs. Non, ça c'est pas une question de fabrication, c'est une question de nationalité. Non, mais qui a donné ces nationalités? On parle de nationalité. Mais qui a donné ces nationalités? Qui a dit Côte d'Ivoire? Qui a donné le nom Côte d'Ivoire? Qui a donné le nom Togo? Qui a dit que nous sommes béninois? Qui? Ce ne sont pas nous. Ce ne sont pas nous, c'est encore ceux qui sont venus nous coloniser, qui nous ont donné des nationalités. Donc moi je ne reconnais pas ces frontières, je ne reconnais pas d'ailleurs ces nationalités. Moi je me considère comme un négro-africain, je suis avant tout africain avant d'être ces nationalités que les colons sont venus nous donner. On parle justement panafricanisme, parce que je le disais en titre, aujourd'hui il y a beaucoup de termes qui reviennent, hein, souveraineté, surtout quand on prend les pays du Sahel, parce que pour beaucoup aussi l'indépendance vraie n'est pas encore là, et que c'est d'abord un combat. Vous venez ici au Burkina, quel est votre regard sur le combat qui est mené ici? Vous discutez avec beaucoup de gens, et vous avez été, je pense il y a ce forum-là pour lequel vous êtes là, donc vous avez eu beaucoup de chances. Quelle perception vous avez de l'évolution peut-être du regard? Il y a eu une évolution très forte. Si on prend les 2 ou 3 dernières années, on constate que là, nous avons tous mené une lutte aujourd'hui. Nous avons vulgarisé le panafricanisme aujourd'hui qui fait le tour du monde. Vous allez même dans les villages, les enfants, les femmes aujourd'hui adhèrent à l'idéologie panafricaine parce que c'est la seule chose aujourd'hui, la seule idéologie qui permet aussi au peuple africain d'être connecté, de créer une solidarité avec les afro-descendants, les 300 millions d'afro-descendants qui sont hors du continent, et de revendiquer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, pas toujours comme les Occidentaux, les Européens veulent nous les imposer. Donc à travers le panafricanisme, nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté, l'autodétermination, l'émancipation des peuples. Il y a plusieurs mouvances déjà au sein du panafricanisme, il faut le savoir. Mais nous, à la Ligue de défense noire africaine, nous sommes spécialisés dans la défense. D'ailleurs, d'où le mot, la Ligue de défense noire africaine. Notre objectif est de défendre les droits des Africains, peu importe où les Africains se trouvent. C'est ça notre panafricanisme, au-delà du continent africain. Donc, au Burkina, nous sommes très fiers de voir que cette lutte aujourd'hui est partout. Quand on voit ce qui se passe, les mobilisations qui se déroulent au Burkina, qui aurait cru il y a 5-6 ans en arrière qu'aujourd'hui au Burkina, ce panafricanisme-là serait, le flambeau que tout le monde se transmet aujourd'hui, parce que le feu Thomas Sankara avait commencé cette lutte panafricaine qu'il n'a pas eu la chance d'achever parce qu'il s'est fait assassiner sur demande de la France. Et donc aujourd'hui, nous allons finir cette lutte que nos dévanciers, que nos ancêtres, nos aïeux ont commencé. Parlons justement de ce panafricanisme. Comment est-ce que vous le concevez? Parce que vous disiez tout à l'heure, à l'intérieur, il y a beaucoup de courants. Mais il y a même aussi, il y en a aussi beaucoup qui disent, il y a un peu les panafricanistes de la dernière heure qui résument un peu l'autodétermination plutôt à la haine de l'autre. Alors, nous, on n'est pas dans la haine de l'autre. Vous savez, nous disons toujours que nous aimons ceux qui nous aiment et nous haïssons ceux qui nous haïssent. Nous, à la Ligue de défense noire africaine, on ne prône pas la miséricorde avec nos ennemis. Si vous nous haïssez, bien évidemment, on va vous haïr. Il n'y a pas de raison que vous nous haïssez et que nous, on vous chérit, on vous donne de l'amour. Ça n'existe pas. Ça existe seulement que... Mais comment est-ce que ça s'exprime, ce retour du haine à la LDNA? Mais ce retour, c'est tout simplement pour dire que si tu me gifles, mais je te rends la gifle. Mais on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. Nous sommes dans une lutte où des gens ont perdu la vue, où nous subissons des menaces, des intimidations. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de menaces que je vis. Moi, je vis sous protection. À la base, même en France, je suis censé être sous protection policière. Mais le gouvernement refuse cela. Mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui prenons la haine ? La haine, ce n'est pas nous de base. C'est nous qui subissons cette haine. Parce que, 1, nous sommes noirs. 2, parce que nous sommes
sommes africains, et 3, parce que on dit maintenant stop, on ne veut plus se laisser coloniser, on ne veut plus subir ce néocolonialisme, ce que je qualifie de la démocratie dans le néocolonialisme. Nous, on ne veut plus de cette démocratie dans le néocolonialisme. Nous voulons la souveraineté. Nous réclamons et nous exigeons l'indépendance réelle et non en semblant des gouvernements intendants, des pays intendants qui reçoivent des feuilles de route, des injonctions des pays occidentaux, notamment la France, etc. Donc si dénoncer cela, dire qu'on est contre la France-Afrique, on refuse le franc CFA par exemple, on refuse les bases militaires, on refuse que Macron puisse venir se pavaner dans nos pays, nous insulter parce que nous sommes africains. Est-ce que c'est cela que vous qualifiez de haine? Bah, si pour vous c'est de la haine, alors pas de souci, on l'accepte. Il n'y a pas de souci. Non, moi je qualifie rien. Vous disiez que vous répondez par la haine, je disais comment est-ce que cela s'exprime. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous réponds, parce que si aujourd'hui quelqu'un rentre dans votre maison, nous disons, si quelqu'un rentre dans votre maison pour vous tuer, vous devez vous lever en premier et tuer la personne. Vous n'allez pas rester les bras croisés. Quelqu'un qui rentre dans votre maison pour vous tuer, vous, votre femme, vos enfants, et vous allez le regarder, vous allez faire quoi? Vous allez vous défendre, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'autodéfense, dans la légitime défense. Ce n'est pas de la haine. Nous, on ne connaît pas la haine, ce n'est pas notre idéologie. Nous ne sommes pas les concepteurs, parce que ceux qui ont inventé l'idéologie, la haine, le racisme, ce ne sont pas les Africains. Arthur Gobineau, Lapouge, etc. Ce n'est pas Egouti Béhanzin. Donc, ça, c'est juste pour noyer le poisson. Hein. Et quand on parle de la réalité du noir de façon générale, oui. Il y a ceux qui sont ici sur le continent, oui. Et qui se battent dans la relation avec le reste du monde, oui. Obtenir le respect qu'il faut, et donc, comment dire cela, la possibilité, et même pas la possibilité, affirmer que c'est par nous que les choses se décident. Maintenant, il y a celui qui est aussi en Europe aujourd'hui, en Occident de façon générale, c'est une toute autre réalité, qui est d'abord le combat sur le regard qu'on a sur lui et ce qu'on devrait lui reconnaître d'être comme tout le monde. Là-bas, comment se passe le combat au niveau de la LDDNA? Quelles sont les grandes actions qui ont été menées? Les grandes actions que nous avons menées, nous avons par exemple exigé la décolonisation de nos rues, que ce soit ici en Afrique, parce que vous savez, il y a des rues qui portent les noms de ceux qui nous ont colonisés, qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et en France, en Europe, nous exigeons en disant que les Noirs, par exemple, vous prenez la France, la prospérité de la France, la grandeur de la France, c'est les Noirs, c'est les Africains qui contribuent à cela. Et je peux vous le démontrer, vous prenez l'équipe de France. Mais ce sont des Noirs qui font gagner la Coupe du Monde à la France. Mbappé, le meilleur joueur de France, c'est un Noir, c'est un Africain, du Cameroun, d'Algérie, c'est encore une fois le continent africain. Alors si l'Afrique apporte beaucoup à la France doit nous respecter. Et si elle ne veut pas respecter les Africains, nous allons exiger ce respect. On ne va pas venir quémander le respect en pleurnichant, en jouant aux victimes. La France est dans l'obligation de reconnaître cela, parce qu'elle est venue chez nous, elle a colonisé, elle a esclavagisé, elle a commis des crimes contre l'humanité, elle continue de mener une politique néocolonialiste, une politique nazione, terroriste sur les populations africaines. Donc si elle pose ces actes-là, mais vous comprenez bien que nous sommes dans notre devoir et nous utilisons leurs propres lois. Parce que quand ils étaient en train de créer ces lois pour les chimpanzés, comme ils disent que nous sommes, ils n'ont pas pensé un jour que ces mêmes lois peuvent être utilisées contre eux par ces chimpanzés qu'ils guillotinaient avec ces lois. Donc nous, à la LDNA, c'est ce que nous faisons. Ça veut dire que s'il y a un problème, on utilise leurs propres lois pour les combattre, leurs propres méthodes, leurs propres manières. Alors là, c'est nous qui devenons les méchants et eux les gentils. Donc ça dérange sur le plan idéologique, parce que la LDNA, avant tout, c'est une lutte idéologique. Si on n'est pas libéré idéologiquement, mentalement, on aura beau libérer l'Afrique, mais si mentalement on reste encore esclave, colonisé, vous imaginez bien qu'on ne va jamais devenir des grandes nations. Donc c'est avant tout aussi une lutte idéologique que nous menons en Europe, puisque la diaspora représente une grande partie du continent africain. C'est deux visages d'une même pièce. L'Afrique ne peut pas se libérer si la diaspora n'est pas libérée. La diaspora ne peut pas se libérer si le continent africain n'est pas libéré. Parce que le panafricanisme, avant tout, c'est une idéologie inventée, créée dans la diaspora par des Noirs de la diaspora, d'accord? Des Haïtiens, les figures fondatrices du panafricanisme sont tous nés dans la diaspora. C'est ça aujourd'hui la réalité. Oui, mais où est-ce qu'on met notre responsabilité?
le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Oui, mais je viens de vous le dire, sur nous-mêmes, nous devons déjà faire un travail idéologique. Moi, je suis d'accord avec vous que les peuples ont aussi leurs responsabilités. Là, je suis par exemple au Burkina, quand je suis dehors, je dis, mais je le dis toujours, il faut responsabiliser les peuples africains. Déjà, il y a un manque de civisme entre nous ici sur le continent, on le voit. Mais si d'abord, qui doit responsabiliser les peuples? Ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants, ceux qui gouvernent ces pays. Mais si eux-mêmes ne sont pas responsables, mais vous imaginez, c'est comme si vous êtes dirigé par un aveugle. Mais il va vous conduire tout droit dans la fossée. Alors si on a des dirigeants éclairés, ils doivent responsabiliser les populations. Mais comment voulez-vous qu'un président, par exemple, comme le président du Togo, qui va aller s'acheter des costumes, cravates à 20 000 €, la pièce qui en dispose 100, qui peut aller à Paris dépenser 2 millions d'euros pour s'acheter des costumes, cravates, alors que dans son pays, il y a presque 90% du chômage chez les jeunes et il n'y a pas de travail. Ils s'achètent des maisons qu'ils n'habitent pas en France. C'est pas un dirigeant responsable. Donc le peuple ne peut pas être responsabilisé. Mais demain, mettez-moi à la place du Togo. Vous verrez en une semaine, je vous donne rendez-vous, revenez et vous verrez si le peuple sera responsabilisé ou pas. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Donc il a des visées politiques, des ambitions. Mais vous savez, c'est très clair que nous sommes amenés à reprendre nos pays, à diriger nos pays. Nous n'allons pas continuer à nous battre pour des gens, pour que ces personnes gouvernent nos pays. Mais je le dis clairement que oui, que nous allons chasser ces présidents, prendre nos responsabilités. Quand vous dites chasser, c'est comment? C'est par les urnes? Mais comment? Mais vous savez, ne faisons pas semblant. On ne peut pas chasser des dictateurs qui règnent depuis 60 ans, appuyés par la France, dont les urnes sont bourrées à l'Élysée, transportées par des avions militaires. Ce semblant d'oligarchie, je ne dirais même pas un semblant d'oligarchie électorale, ça n'existe même pas. Donc quelqu'un qui n'est pas arrivé par les urnes, vous voulez le chasser par les urnes? Mais pourtant, c'est vous qui disiez, vous êtes contre tout coup d'État. C'est vous qui le dites. Non, je dis, si on doit condamner un coup d'État, alors condamnons tous les coups d'État. Mais si on ne condamne pas tous les coups d'État, il ne faut pas condamner les autres. D'accord. On prend le cas aujourd'hui burkinabé. Oui. Vous voyez, il y a le Mali, oui, il y a le Niger qui sont un peu dans la même dynamique, mais on est dans une sous-région aussi où on a un peu maille à partir, parlant de ces trois pays-là, je veux dire, avec les autres. Niger, sanctions, Burkina, c'est pareil, Mali, suspendu aussi des instances de la CEDEAO, mais il y a une dynamique qui est mise sur place qu'on appelle l'AES. Je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? C'est en termes d'alternative à la CEDEAO, oui, c'est une bonne dynamique. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? C'est une bonne idée, c'est un bon projet que nous soutenons, mais nous disons à ces dirigeants qu'il faut aller plus loin. Nous, on ne veut pas d'une organisation des chefs d'État. Parce que si on dénonce la CEDEAO, qui est une organisation enféodée, dirigée que par des dirigeants, ce n'est pas une CEDEAO du peuple, alors l'AES, nous disons que l'AES doit être une organisation du peuple. Et si c'est le cas, alors il ne faut pas que ça reste seulement sur papier. Parce que sinon après, si ces dirigeants ne sont pas là, ce projet risque de tomber à l'eau. Il faut consulter les populations. Il faut impliquer l'ensemble des populations de l'AES sur les décisions que prennent ces dirigeants vis-à-vis de cette organisation. Peut-être consulter, savoir est-ce qu'on peut faire ça, oui ou non, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposez. C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc pour le moment, c'est un projet qui vient de commencer, on soutient, mais on ne peut pas dire que ok, le projet est terminé et réussi à 100% parce que c'est que sur papier pour le moment. Nous, on aimerait par exemple demain voir un hôpital AES, un hôpital de référence capable de soigner les populations de l'AES, des universités de qualité, capables de rivaliser avec les universités en Europe, etc., pour empêcher nos jeunes étudiants d'aller étudier dans ces pays. Donc, quand ces projets-là commenceront à naître, parce qu'il faut joindre l'action aux paroles. Pour le moment, il y a de l'action au niveau militaire dans la lutte contre le terrorisme. Il y a un effort unifié de ces trois pays qui commence à porter ses fruits. Donc,
on espère que peut-être les prochains projets seront ce que je viens de vous citer. Mais c'est au peuple aussi de pousser, vous voyez, le dynamisme, de mettre la pression, de ne pas laisser cette révolution seulement gérée par les dirigeants, les autorités, mais aussi parce que le pouvoir, c'est au peuple. Voilà. Je vais revenir sur vous-même, votre histoire. Aujourd'hui, en tout cas, on vous connaît pour défendre ces valeurs-là, panafricanistes et tout. Est-ce que ça a été toujours le temps? Vous avez été rappeur aussi, mais je me trompe? Oui, non, mais comme vous savez, quand vous vivez en France... on peut être rappeur et puis avoir aussi ses convictions. Mais également, j'aurais pu même aussi continuer à rapper et à être un activiste. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans parce que ce sont des choses... J'avais quoi, 16, 17, 18 ans. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai presque la quarantaine. Donc, moi, je n'ai plus le temps. On va pas me reprocher... Comment est-ce que vous avez fait ce chemin-là, la prise de conscience notamment sur ces questions? Parce que vous savez, j'ai toujours été un garçon un peu rebelle. En fait, j'ai toujours détesté l'injustice. Je n'ai jamais apprécié de subir l'injustice. Et si j'ai décidé de faire cela, c'est parce que, moi-même, j'ai subi une injustice qui m'a marqué. Ensuite, ce que je voyais à la télévision, l'humiliation de nos mamans africaines en France, frappées par la police, les jeunes qui se font tuer et que personne n'était là pour les défendre. Alors, je me suis dit, moi, je vais créer mon organisation, appliquer mon idéologie, parce que les autres ne me représentent pas. Au lieu de me plaindre, j'apporte ma part à cette lutte, et c'est comme ça que je me suis engagé. J'ai abandonné mon confort parce que oui, vous savez, moi j'étais producteur, je produisais d'ailleurs des artistes très connus, très écoutés aujourd'hui sur le continent. Je gagnais bien ma vie, j'aurais pu continuer à faire des tournées, bien gagner ma vie, vivre dans le confort, mais j'ai décidé de l'abandonner et d'embrasser une lutte où aujourd'hui on peine même des fois à trouver de quoi se déplacer ou de quoi manger, mais c'est parce que nous acceptons cela par conviction. Et donc, je ne regrette pas du tout ce choix. Mais quand on écoute aussi certaines profondeurs, pour ce qui est de ce qu'on a aussi comme quelquefois ceux qui se revendiquent du panafricanisme et tout, il y a beaucoup qui disent qu'il y a un panafricanisme aussi qui est bien payant. Parce qu'aujourd'hui, disons-le de façon claire, l'Afrique, elle est convoitée. Oui. Et ce à quoi on est en train d'assister aussi, c'est une guerre géostratégique. Et c'est-à-dire que le discours pour dévoiler les pratiques de l'un, quelquefois aussi, c'est un discours qui arrange l'autre, qui est quelquefois intéressé à faire du recrutement. Mais vous savez, même l'Afrique aussi cherche ses intérêts. Tout le monde cherche ses intérêts. Si je viens envers vous et qu'on met en place un partenariat, si vous gagnez et que je gagne, chacun dans le respect, c'est tout à fait normal, non? Vous travaillez, on vous paye quand vous travaillez bien. Si demain vous travaillez mal, votre patron vous vire. Nous sommes d'accord. Qui vous paye alors? Moi, personne ne me paye. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Je vous parle des partenariats qui sont noués. Parce que je sais, vous ne prononcez pas le mot, vous tournez autour. Mais je sais que vous êtes en train de faire allusion à la Russie, etc. Ça, c'est la critique qu'on entend très souvent. Oui, mais vous savez... Panafricains, c'est grassement payé par les Russes. Ok, par les Russes. Mais alors... Certains le disent aujourd'hui. Certains le disent, mais c'est eux qui le disent, sont payés par qui? Non, dites-nous. Mais je vous pose la question. Ces personnes qui vont dire qu'il y a des panafricanistes qui sont payés par les Russes, eux sont payés par qui? En fait, quand c'est la France qui paye, on doit l'accepter. Quand c'est les États-Unis qui payent, on doit l'accepter. Mais attention, quand c'est les Russes qui payent, là, il y a un problème parce que c'est les méchants Russes. Je suis désolé, mais vos médias appartiennent forcément à quelqu'un, à des patrons qui vous payent. Donc, même moi, en tout cas, personne ne me paye. Et je défie quiconque aujourd'hui de me dire... Mais dans le milieu, c'est des choses que vous avez entendues aussi. Oui, mais vous savez, entendre ne m'empêche pas de bien dormir. Ces personnes qui disent cela, moi, je les invite à aller se faire cuire en œuf. Allez, qu'ils aillent se faire cuire en œuf. Vous voyez, je suis à l'aise dans ma tête et pour moi, c'est une façon de déstabiliser. Mais en tout cas... Personne ne me paye aujourd'hui et je viens de vous dire que moi je galère pour mener cette lutte-là parce qu'on n'a pas de financement. Si je voulais être payé, les Américains nous ont approchés, on a refusé. Les Français nous ont approchés, on a refusé. Peut-être c'est cela qui les dérange. Quand vous dites approcher, c'est dans quel sens? Dans le sens où nous proposer de l'argent, par exemple, les Américains pour qu'on s'en prenne à la Russie, les Français par exemple pour qu'on puisse mentir aux Africains pour faire la promotion de la France à
l'Afrique, on a refusé. Il y a d'autres pays. La Russie, oui. non, jamais. Non, la Russie, non, jamais. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La Russie ne propose pas d'argent, puisque la Russie, elle s'en fiche que tu sois en partenariat avec elle et que tu veux travailler avec les Américains. Elle ne vient pas dire aux Africains, parce que tu es en partenariat avec moi, tu n'as pas le droit d'être en partenariat avec X ou Y. Ce sont les autres qui font la même chose. La Russie, elle s'efforce de proposer un partenariat de qualité. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez pas. Mais la Russie a toujours été du côté du peuple africain. Les luttes indépendantistes jusqu'à nos jours. À un moment, c'est vrai qu'elle s'est retirée parce qu'elle avait ses propres problèmes intérieurs à régler. Donc c'est tout à fait normal. Mais les Russes ne viennent pas d'arriver aujourd'hui et ont toujours soutenu. En tout cas, moi, je préfère encore un partenariat avec la Russie, par exemple, sur le plan militaire et économique que, par exemple, avec la Chine. Vous voyez, moi, avec la Chine, je ne veux pas un partenariat économique. Parce que la Chine a une vision un peu impérialiste. Je préfère un partenariat militaire, par exemple, avec la Chine, mais pas économique. Vous voyez, donc ça démontre que on n'est pas que dans un monde de bisounours où on pense que tout le monde... Il y a aussi des intérêts. Il y a aussi des intérêts, exactement, et c'est à nous. Voilà, il faut les faire converger. Et aujourd'hui, nous sommes dans une lutte, une articulation de la lutte anti-impérialiste. Parce que, avant tout, je suis un anti-impérialiste. Je suis anticapitaliste et j'assume. Mais c'est ça aujourd'hui. Donc, on va avec les gens où on retrouve un peu nos intérêts, on s'appuie les uns sur les autres, mais je finis en disant, la Russie ne viendra pas libérer l'Afrique. Poutine ne viendra pas libérer l'Afrique. Il n'existe pas de libérateur, c'est le peuple qui se libère lui-même. Poutine défend la Russie, à nous de défendre l'Afrique, mais on s'appuie les uns sur les autres pour converger. Vous parliez d'éléments de justice oui. Au niveau de l'Europe, sur lesquels vous étiez, parlant de la LDNA, c'est quoi ces dossiers ? Aujourd'hui, en Europe, on n'a plus de dossier puisqu'on a été dissout en France. On n'a plus le droit d'exister, d'exercer. Surtout, c'était pour viser ma personne parce que avant la dissolution, les services de renseignement ont essayé d'infiltrer les membres de notre organisation en leur proposant, par exemple, de m'éjecter de l'organisation, que celui qui posait problème, c'était moi, c'était ma personne, c'était mon idéologie, mais que l'organisation, s'ils arrivaient à me dégager, on allait les laisser. Sauf que c'est impossible. Je suis le fondateur. Si on voulait, je suis comme un dictateur. Mais quelle a été la raison avancée pour... La raison principale, c'est qu'il y a écrit sur le rapport que je suis un leader charismatique, idéologue. Alors, tout ce qui est idéologie, ça les dérange. Et surtout, ils disent que j'incite au terrorisme contre les intérêts de la France en Afrique et surtout au Mali. En fait, c'est surtout la lutte, ce qui s'est passé au Mali, qui a incité la France, ça a été le coup de massue de trop pour les Français. C'est ça qu'ils nous ont reproché, le fait que nous sommes écoutés par des milliers de personnes à travers le continent, dans la diaspora et dans le monde. Pour eux, nous sommes en danger. Voilà, c'est une arme et pourtant on n'a pas d'arme. Mais comme je le dis, je suis un terroriste de la vérité. Parce que je n'ai que la parole, je n'ai pas d'arme. Je suis un terroriste de la liberté parce que je me bats pour que mon peuple soit libre, pour que mon peuple soit souverain. Et si cela fait de moi un méchant, alors j'accepte les sacrifices, j'accepte de laisser la vie, j'accepte tout ce qu'ils voudront faire, moi j'accepte. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Oui. Egunki Bianzin. Oui. On espère que au prochain passage à Ouaga, bien sûr, on pourra vous avoir avec plaisir. Et vous voyez, on ne mord pas. On n'est pas si méchant que ça. On peut échanger. Peut-être on n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive à s'entendre, on arrive à s'écouter dans le respect. Et c'est ça que nous prônons. Mais si on me manque de respect, c'est clair et net que je ne vais pas faire chichi avec la personne. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour l'accueil, pour l'accueil fraternel. J'ai ressenti de la bienveillance chez vous. Bon, peut-être je me trompe, mais j'espère que la prochaine fois, quand je serai là, je passerai vous saluer et prendre un café avec vous. Ça serait un plaisir. Merci. Merci. On va poursuivre, nous, le JDS, journal du dimanche soir, avec une autre rubrique, c'est le sport.
Et dans la partie sport, nous allons nous intéresser à cette énième médiation, toujours dans la crise qui secoue la Fédération burkinabé de football. Et le championnat, on le sait, n'a toujours pas repris. Et tout le monde campe sur ses positions. Le club qui exige le départ pur et simple du président de la Fédération, Lazare Bansé, qui lui soutient Mordicus rester, parce que ayant aussi le soutien d'autres clubs, on revient sur cette crise et cette médiation qui, pour une fois encore, n'a pas réussi. Encore un échec de la médiation entre les clubs fondeurs et la Fédération burkinabé de football. La crise qui secoue le secteur du football est loin de connaître un dénouement. Et pourtant, les choses semblaient bien débuter à cette rencontre. Selon le président du comité national olympique des sports burkinabé, Jean Yamouego, médiateur dans cette crise, une réunion s'est tenue le 19 décembre entre le ministre des Sports, le médiateur lui-même, la Fédération burkinabé de football et un représentant des protagonistes sur la situation afin de trouver une solution des sorties de crise. Je suis surpris que ce matin ils disent que la condition c'est deux conditions, les conditions financières que ce n'est pas rempli. Ils veulent parler des 84 millions qui étaient destinés au championnat des petites catégories, plus ce qui est là-bas 50 et quelques millions, ça fait au total 140 millions qu'on doit leur reverser ça. Ça c'est la première condition pour qu'ils reprennent. La deuxième condition, c'est qu'il faut que Bansé encore démissionne. Toujours selon le médiateur, les acteurs doivent s'outrepasser pour une sortie totale de crise. Une situation qui a conduit à l'arrêt du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Je trouve qu'il y a visiblement un manque de volonté entre nous de résoudre le problème. Je trouve que dans ce milieu de sport-là, il faut qu'il y ait la sincérité entre nous. On ne peut pas bloquer le sport comme ça. On ne peut pas bloquer. Allez consulter leur base, voir. Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on bloque le championnat comme ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut aller au-delà de nos propres jugements pour permettre au sport-là de décoller. Aujourd'hui, là, je suis désemparé. Qu'on discute. Hier, on a discuté. En bon monsieur, on s'est entendu et aujourd'hui, c'est autre chose. En rappel, c'est à la 10e journée que le championnat national de Ligue 1 et de Ligue 2 a été arrêté suite à une crise entre certains clubs et la Fédération burkinabé de football. Retour sur ce plateau, nous sommes en plein dans la partie sport de ce JDS et nous l'annoncions en titre pour décrypter les grandes actualités qui ont marqué la semaine. Avec nous, Claude Lomba, bonsoir. Bonsoir, Geoffroy Var. En tout cas, ravi d'être là. Un plaisir de vous avoir. On l'a dit tout à l'heure, c'est la crise qui secoue la Fédération burkinabé de football. Il y a aussi la liste des étalons, c'est pour la CAN, ce qui est tombé aussi cette semaine que nous allons analyser. Et pour parler de cette période un peu difficile, puisque les championnats n'ont pas repris, on a avec nous Karim Barrow, qui est le président du Royal FC. Bonsoir. Bonsoir. Président fondateur. Voilà. Merci en tout cas d'être là avec nous. Claude, on va dire que c'est vraiment difficile, la période. Le président le sourit, donc je pense que ça doit être assez Est-ce que ça va? Oui, ça va, on ne se plaint pas. On a commencé une lutte, il faut qu'on aille au bout. Bon, je me dis que je pense qu'on trouvera les moyens pour parvenir à rentrer dans nos droits. D'accord, mais comment actuellement un club se supporte dans une situation pareille? Je parle des joueurs, des entraîneurs que vous avez, ceux qui sont avec vous tous les jours. Bon, parlons des clubs, vous savez que c'est une période qui est quand même très difficile. Et nous essayons à tout moment de vouloir voir ce qui est possible pour les joueurs. Mais présentement, comme on n'a pas une date fixée pour la reprise des championnats, je pense que nous avons trouvé la meilleure formule de libérer les joueurs et ça coïncide aussi avec les fêtes pour qu'au moins ils puissent être un peu en repos et probablement faire les fêtes et déjà pendant la CAN on va commencer les entraînements.
Oui, mais j'imagine que pour des clubs qui ont eu des difficultés aussi financières, parce que le problème c'est l'argent aussi, entre autres, ce qui est mis sur la table. Est-ce qu'on arrive à vraiment gérer ces joueurs-là? Bon, c'est ce côté qui semble être difficile, que les joueurs savent que nous luttons pour eux. C'est pour eux que nous luttons, c'est pour eux que nous travaillons, n'est-ce pas, à ce que voilà, tout soit parfait. Et dans ce sens, je crois qu'il faut beaucoup patienter parce que dans une lutte, il faut pas forcément s'attendre à une victoire, mais tout qu'on fait, il faut revendiquer ses droits pour être à mesure, n'est-ce pas, de travailler dans ce sens pour au moins être juste avec les joueurs, payer leurs droits, payer leur salaire dans le bon sens. Sinon, à l'heure où nous sommes, c'est difficile. Nous sommes là, on regarde, les joueurs, on se regarde, et surtout à l'approche de cette fête, nos téléphones ne font que sonner. Ça sonne à tout moment, à tout bout de champ, et puis voilà. Et c'est un peu compliqué quand même. Oui, mais vous les faites subir ça aussi, hein, d'une façon. Est-ce qu'ils ont... Vous, les présidents du club, vous êtes sûr d'avoir leur assentiment? On a su. Vous êtes sûr d'avoir leur assentiment? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord? Ou bien c'est à leur point de fond, ils regardent la chose se faire? Je pense que ceux qui sont conscients, ceux qui savent, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est qu'une lutte, ils peuvent pas ne pas être d'accord avec nous parce que c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est ça aussi le problème, parce que vous savez qu'ici au Burkina, c'est très difficile d'avoir des sponsors. Et le peu que nous avons, voilà, et que la fédération ou le ministère nous octroie, ça nous amène à moins quand même colmater les brèches et travailler à faire un racolage par rapport à nos propres économies à nous. Nous souffrons aussi, nous, les présidents. Et cette situation fait que, quelque part, c'est un peu difficile. Mais les joueurs qui comprennent et savent que c'est quelque chose, ça va aboutir. Et lorsque ça aboutit, ça va aller comme sur des roulettes. Voilà, c'est ça. C'est la période d'attente qui est un peu difficile. Et ça, c'est partout. Voilà, c'est comme aussi la situation du pays, c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais quand on regarde ça, comment on gère au quotidien cette situation-là, vous l'avez dit, hein, les joueurs aussi, quoi qu'on dise, hein, quel que soit, même s'ils vous comprennent, vente affamée n'a point d'oreille, donc ils vont vouloir pour... Est-ce qu'ils sont régulièrement payés dans cette période où ils ne jouent pas? Bon, régulièrement payés, je ne pense pas qu'ils soient régulièrement payés, mais quelquefois on arrive, n'est-ce pas, à leur trouver de quoi peut-être payer leur maison, de quoi travailler, avoir un point quand même de carburant, mais être en contact direct avec leur salaire d'une façon normale, là, c'est ça qui fait, n'est-ce pas, le problème. Parce que nous avons fait nos budgets en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous devrons avoir avec la fédération. Maintenant que tout ça c'est un peu faussé, ça complique la situation. Sinon, quelque part, ceux qui ont au moins quand même des gros problèmes, bon, surtout les étrangers, et puis encore bon, ceux qui sont déplacés de Ouaga à Bobo, ou de Bobo à Ouaga, on trouve, n'est-ce pas, les justes moyens pour leur trouver quelque chose, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent payer leur salaire et peut-être chercher à manger également. Mais maintenant, on ne laisse pas aussi les autres comme ça. On travaille quelque part à leur donner quelque chose. Vous voyez, souvent, il faudrait que les joueurs aussi considèrent quelque part que voilà, nous luttons pour eux et que nous travaillons pour eux. Et maintenant, c'est comme aussi à leur période de vacances. Souvent, ils font 2 mois voilà, sans que les championnats se reprennent. Et puis, en ce moment, à cette période, on ne les paye pas. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, il faut qu'ils s'habituent. C'est une nouvelle situation voilà, qui dérange tout le monde. Mais on va faire comment? On ne peut pas s'habituer à ça. Si vous dites, voilà, donc ils ne sont pas payés. Normalement, ils ne jouent pas, ils ne sont pas payés. C'est ce que vous voulez dire. Mais alors, bon, le contrat. Bon, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un conflit aussi naisse aussi entre les présidents du club et les joueurs par rapport donc à cette situation? Vous avez dit qu'ils ne jouent pas, ils sont en vacances. Alors qu'ils ne sont pas en vacances. Alors qu'actuellement ils sont pas en vacances, le contrat dit que le contrat court. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres situations aussi d'imbroglio ou de situations difficiles pour les clubs? Pour moi, je pense que seul le dialogue peut, n'est-ce pas, résoudre tous ces genres de problèmes. Lorsqu'on n'a pas l'argent, il faut savoir comprendre aux enfants qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et maintenant, voilà, leur faire comprendre également que c'est une période que personne d'entre nous a créée et c'est quelque chose qu'on nous a habitués, voilà, d'une certaine façon ou d'une autre, voilà. Et tant que cette situation n'est pas réglée, nous ne pourrons pas mentir aux joueurs pour dire que réellement on peut le faire et puis ne pas le faire. Vaut mieux dire la vérité aux poulains que de vouloir leur dire carrément, n'est-ce pas, ce que tu ne peux pas faire. Moi, je pense que c'est le dialogue. Il faut faire comprendre aux joueurs, à l'enfant, que réellement, cette fois-ci, c'est un peu coincé. Voilà, ils pourraient se débrouiller comme tous les 2 jeunes qui ne jouent pas au football. Et c'est comme ça. Maintenant, dire s'habituer, peut-être que le mot semble être un peu fort, vous l'avez dit, mais tout qu'on fait, voilà, c'est indépendant de notre volonté.
Mais les gens peuvent aussi vous reprocher parce que si la situation est dure d'après, quand on écoute, c'est parce que Royal FC, c'est ça, Royal, les Kings font partie donc des équipes frondeuses. Donc on peut dire quelque part aussi, c'est vous aussi qui avez voulu ça, parce que si vous acceptez les conditions, vous jouez. Dire que nous avons voulu, c'est trop dit, on ne l'a pas voulu. C'est suite, n'est-ce pas, au mauvais comportement, à la mauvaise façon de la gestion de la fédération que nous sommes arrivés à ce point. Et donc, je me dis que quelque part, quelque chose, n'est-ce pas, qui t'appartient, quand tu l'as pas, après avoir fait ton bilan, après avoir fait, n'est-ce pas, tes projets, après avoir mis tout en œuvre pour réussir, n'est-ce pas, ne pas avoir, n'est-ce pas, des conflits à l'intérieur des choses. Mais après, si on te prive de ça, tu vas faire comment? C'est ça aussi le problème. Moi, je me pose la question, hein, quand on regarde, je trouve que c'est un peu triste hein, quand même, parce que les petits dont vous parlez, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est des difficultés majeures. Hein, pour eux, moi, j'imagine même pas les conditions dans lesquelles ils sont. Pour ceux qui n'ont pas d'alternative, alors qu'on sait que qui dit football demande effort physique constant, demande de se mettre dans des conditions, au moins il y a des conditions minimum dans lesquelles il faut être, parce qu'on parle ici de sport, c'est l'effort physique, ça demande beaucoup de choses. Mais avec une situation pareille, est-ce que ça ne va pas impacter, même s'il y a reprise dans quoi, une semaine, 2 semaines, est-ce que ça ne va pas impacter le rendement, parce que ils n'ont pas de salaire, peut-être même la pitance c'est devenu plus compliqué, c'est même pas du travail intellectuel, c'est du travail physique, c'est du sport, ça va être difficile. Bon, je pense que tout ce que vous avez fait comme remarque, c'est bien simple. Lorsqu'il y a un problème, chacun dit, n'est-ce pas, sa partie. Et voilà, on regarde comme ça. Sinon, à ce que je sache, c'est très difficile pour eux. Mais je pense que quelque part, ils doivent le comprendre parce que c'est une situation nouvelle et chacun doit savoir, n'est-ce pas, s'adapter. C'est ça aussi le problème. Maintenant, en ne s'adaptant pas, ça pose énormément de problèmes dans la mesure où le problème va amener aussi quelque part voilà, des fâchés, ça va amener quelque part au moins voilà, les méformes, n'est-ce pas, des joueurs. Voilà. Mais est-ce que depuis, Barou, est-ce que les clubs que vous êtes avaient tenté aussi un peu de lobbying auprès des joueurs rencontrés, parce que il n'y a pas que les présidents il n'y a pas que les clubs qui sont concernés par l'arrêt. Nous on avait reçu ici que les témoins, on a reçu par exemple les arbitres, on a reçu aussi les entraîneurs et tout. Tout le monde un peu regrette la situation, mais ils sont un peu, comment je vais dire, comme désarmés face à ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que vous discutez aussi avec eux? Est-ce qu'il y a un lobbying qui est fait, puisqu'ils subissent aussi de façon directe en termes de dommages? Voilà, nous on discute, je vais prendre carrément le cas de Royal FC parce que c'est là où je maîtrise, on discute beaucoup avec les joueurs. Je vous ai dit, moi particulièrement, j'ai du mal à mentir à un enfant. On discute avec eux pour leur expliquer la situation. J'ai même demandé à la Ligue, par exemple de Boubou, de faire un tour dans toutes les équipes pour leur faire comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à force de parler aux enfants, en tant que président, l'enfant ne pense pas qu'il joue pour lui. Il pense toujours que, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait, c'est par rapport au club, alors qu'il doit aussi comprendre que c'est son avenir qu'il est en train de dessiner. Donc, moi, j'ai demandé au président la Ligue de Bobo, n'est-ce pas, de faire un tour dans toutes les équipes de Bobo pour leur faire comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut travailler, n'est-ce pas, à vouloir faire comprendre à ces enfants qu'il y a réellement une crise et qu'ils puissent comprendre. En le comprendra, ça peut un peu apaiser, n'est-ce pas, les choses, mais en ne le comprenant pas, ça pose énormément de problèmes parce qu'ils vont tout rejeter, le problème c'est nous. C'est comme M. Claude Ramba vient de le dire. Alors donc, je pense que voilà, en les approchant pas pour discuter avec eux, c'est comme si on les considérait pas. On discute bien avec eux, souvent en groupe, même souvent aussi, on organise après les entraînements, voilà, des petites causeries pour leur faire comprendre que c'est dur, mais il faut tenir. Qu'est-ce que le message passe? Bon, le message passe les premiers jours, ça au moins c'est clair, mais maintenant si ça a perdu, quand ça dure, il faut reconnaître que quand même c'est un peu difficile. C'est un peu très difficile parce que quand quelqu'un est habitué à faire une certaine situation, à faire des dépenses où il se sent bien, après maintenant quand il va se trouver, n'est-ce pas, dans une autre situation, obligatoirement, voilà, il va s'en dire qu'il ne serait pas très content. Ça au moins c'est clair. Président, à quand la reprise du championnat? La reprise du championnat, je pense que c'est pas nous, nous les signataires, n'est-ce pas, de la lettre
des démissions de M. Lazare Bansé qui avons arrêté le championnat. C'est Lazare Bansé qui a arrêté le championnat. Et la fédération a arrêté le championnat. Ce n'est pas nous qui l'avons arrêté. Voilà. Maintenant, la reprise du championnat va dépendre de celui qui l'a arrêté. Voilà, c'est ça le problème. Si jamais il essaie de faire les choses comme nous on le veut, et comme la population le veut, comme voilà, les règles le disent, je pense qu'il n'y a aucun souci. Il y a un acte de la fédération qui a arrêté le championnat. Un acte de la fédération? Oui. Non, par le comportement du président Lazare. Non, c'est vrai que la Ligue de football professionnel avait, dans un communiqué, avait donc reporté, je crois que c'est la 11e journée ou la 10e journée. Après, bon, il n'y a plus de suite. Donc, voilà, ça veut dire que le championnat s'est arrêté, voilà, parce que les matchs n'ont pas été programmés. Mais on sait également derrière que bon, les équipes frondeuses avaient décidé de boycotter aussi. Elles sont assez nombreuses. Il revient aussi qu'il pourrait avoir des risques, Claude Lomba. De perdre la bourse? Bon, même pas au niveau de la bourse. On est dans un mano à mano ici. La fédération peut décider que ça reprenne et que pour ceux qui ne reprennent pas, ont-ils leurs conséquences? Tout à fait, non, ça veut dire que si la fédération décide de reprendre le championnat aujourd'hui, toutes les équipes qui ne prendront pas part donc seront considérées c'est considéré comme un forfait. À partir du moment où vous faites 2 forfaits dans le championnat, le règlement il est clair. Vous êtes rétrogradé en division inférieure. Donc c'est le risque aussi qu'ils courent. Voilà, je pense que c'est le risque. Et le président Lazare Bansé avait déjà brandi cette menace-là. Donc lors de son intervention au journal télévisé de 20h d'une télévision de la télévision publique, où ils ont quand même dit, où il avait dit que les équipes qui ne prendraient pas part allaient être donc soumises au texte en vigueur. Mais après, bon, je pense que beaucoup doit couler sur le pont. On a essayé donc avec le médiateur qui est revenu à la charge. On avait cru en tout cas que la lueur d'espoir était venue, puisque tout le monde croyait avec ce retour du médiateur par rapport donc à cette crise. Donc on croyait que ça allait avoir lieu. Le ministre, en tout cas, dans une déclaration, dans son interview, a été clair. Ils ont tout promis donc aux équipes frondeuses, notamment qu'ils allaient voir dans quelle mesure on allait reverser les 25% et que bon, même pour la prochaine je dirais la prochaine subvention, et que ils allaient voir comment donc signer ça, mais malheureusement les équipes qui ont signé la lettre de démission qui ont signé pour la démission de Lazare Bansé sont restées campées sur leur position. Mais voilà. Comment comprendre que même le ministère, parce que tout à l'heure on a vu le ministre, bon, l'application n'arrive pas à déboulonner les choses ou à dénoyer les choses. Non, c'est parce que tout simplement le ministre n'a pas bien compris vraiment, j'allais dire, voilà ce qui a mené cette subvention. Bon, il n'est pas allé. Mais c'est un peu bizarre quand même. On n'est pas allé jusqu'à ça. Mais je pense que c'était un accord tripartite, ministère, fédération et club. Donc dire que le ministre ne comprend pas, je pense que c'est un peu faux. Non, je n'ai pas dit que le ministre ne comprend pas. Il n'est pas rentré au fond du problème pour chercher à comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres où le ministre aussi s'est exprimé. Il y avait au moins des gens autour de lui qui savent aussi faire la lecture des textes, n'est-ce pas, qui disaient que les 25% devraient être remis au club. Donc chacun de son côté a interprété en sa faveur. Voilà pourquoi il y a au moins... Mais maintenant, il faut vous restituer les 25%. Comment? Le ministre a dit qu'ils allaient vous restituer les 25%. Il a dit, et il n'a qu'à le faire avant, n'est-ce pas, qu'on puisse croire. Et on ne peut pas aussi essayer, n'est-ce pas, de croire aux promesses. C'est une autorité. Ok, d'accord, si l'autorité qui nous appelle et qui nous disent, voilà, allez-y prendre, n'est-ce pas, dans vos comptes les choses. Et puis nous ne sommes pas directement liés au ministre. C'est ça aussi le problème. Nous sommes, qu'on appelle ça, la fédération qui est notre intermédiaire entre le ministère et nous. Donc nous, on ne s'en prend pas au ministre, on ne s'en prend pas au ministère, au ministre des Sports, on s'en prend à la fédération.
voilà, notre... Donc ça veut dire que vous, aujourd'hui, si la fédération vous restitue, on fait un chèque de quoi? C'est 84 millions. Plus 56 millions. Voilà. Donc si on vous fait ce chèque, ça fait 140 millions, je crois, mais c'est 100... En tout cas, c'est ce chèque de plus de 140 millions. Si ce chèque vous tombe tout de suite là, donc le championnat reprend demain. Bon, je ne peux pas l'affirmer ainsi parce que je ne suis pas seul. Nous sommes en groupe. Nous savons aussi quand même faire l'analyse, n'est-ce pas, des choses. Je crois que, voilà, lorsque cette somme serait payée, on pourrait encore se revoir pour analyser la situation. Mais ça peut aller vers le dégel quand même. Non, peut-être qu'on pourrait quand même essayer de mettre un peu l'eau dans le vin. Maintenant, dire que nous allons reprendre le championnat, parce que aussi, il y a un préalable. C'est la démission de Lazare Bansé. On l'avait bien dit que ça ne se négocie pas. Parce que quand même, c'est nous qui l'avons mis là-bas. Si on ça s'appelle des élections. Hein? Ça s'appelle des élections. Oui, mais on peut mettre quelqu'un voilà, pour au moins lutter pour soi. Mais après qu'on trouve, n'est-ce pas, qu'il est en train de trouver autre chose qui semble lui l'intéresser, mieux que ce que vous l'avez demandé de faire, obligatoirement, il faut qu'on ait une réaction quand même. Mais les textes disent quoi? Les textes disent quoi? Bon, je pense que par rapport au texte, j'ai mis qu'on n'est pas très bien, mais je dirais quelque part que obligatoirement, c'est Lazare Bansé, le président de la fédération, qui devrait convoquer une assemblée extraordinaire. Voilà, c'est vrai que les textes ne permettent pas à un tiers, à un membre de convoquer une assemblée générale, c'est toujours le président. Dès lors que vous avez, si par exemple vous voulez demander, comme c'est le cas ici, ça veut dire que même si vous remplissez les 2 tiers qui demandent la convocation de l'assemblée générale, le président de la fédération a 3 mois pour convoquer cette assemblée générale-là. Ou le président lui-même a la possibilité en 1 mois aussi de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Donc voilà les 2 conditions. Ça veut dire que même si aujourd'hui ils ont les 3 tiers, il va falloir demander à Lazare Bansé qui lui dispose maintenant de 3 mois avant de convoquer. Et on a quelques semaines, des élections. Donc voilà, donc il a 3 mois encore pour demander une assemblée générale extraordinaire. En ce moment, on est déjà même dans le renouvellement des structures et tout ça. Donc bref, voilà un peu la situation. On a quelques semaines des élections, c'est vrai qu'on a quelques mois, mais peut-être 6 mois, voilà, 6 ou 7 mois des élections. Voilà, je voulais utiliser ces phrases pour dire qu'on a quelques semaines des élections. C'est bien qu'on a quelques semaines. Je veux dire qu'après 3 mois, si on donne encore, s'il a 3 mois pour décider, parce que les élections, si on s'en tient à la dernière élection qui a eu lieu, je crois, en août, non? En août, donc 7 mois. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'à partir de janvier, de janvier à août, c'est 8e mois, donc voilà, entre 7 et 8 mois. Maintenant, si on s'en tient au fait que les structures se renouvellent au fur et à mesure, d'abord il y a le renouvellement des districts, le renouvellement des ligues, et ensuite le renouvellement de la fédération. Ça veut dire que probablement le renouvellement des districts sera prévu, c'est peut-être le premier trimestre, ou juste après le premier trimestre. Ensuite, on aura le renouvellement des ligues. C'est pour dire qu'à partir donc, de mars-avril, on sera déjà en plein dans le renouvellement des structures, des démembrements de la fédération. Donc voilà, donc dans 3 mois, bien entendu, les choses vont commencer. Il est évident de le signaler aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise qui n'a que trop duré. On veut que le ballon roule, comme les gens le disent. D'accord. J'ai dit qu'il y avait 2 grandes actualités qui ont marqué quand même le sport cette semaine. Il y a aussi la CAN qui est en train d'arriver et tout le monde scrutait un peu la liste de Hubert Velud. Bon, ça vient, nous on sait qu'on n'a pas, 8000 choix. On n'a pas 8000 choix. Donc ça fait qu'il y a une ossature qui ne surprend pas d'abord. Maintenant, il y a des petits choix derrière qui peuvent être surprenants. Vous, quand vous regardez, quelle lecture vous avez en gros des choix de Velud? Non, moi, avant de répondre, j'ai bien envie d'aller vers le président où il n'y a aucun joueur du championnat national, par exemple. Je n'ai pas bien compris la question. Il n'y a aucun joueur du championnat national et depuis longtemps d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a jamais eu, même si... Non, il y en a eu de temps en temps. Oui, de temps en temps, j'allais dire, peut-être un petit pourcentage. Tout à fait. Voilà, sinon, moi je pense que, voilà, par rapport à cette question, je me dis quelque part que, on ne travaille pas à vouloir donner, n'est-ce pas, de la valeur à notre championnat. Si jamais, peut-être qu'on pourrait peut-être donner 3 à 4 places, n'est-ce pas? Donc un quota dans les présélectionnés. Voilà, dans les présélectionnés. D'accord. Même si les présélections, même dans les sélectionnés définitifs, on pourrait donner, qu'on appelle ça, un petit quota de 3 à 4 personnes. Ça pourrait peut-être les amener à être un peu agaillardis et puis voilà, se mettre en tête que voilà,
ils ont goûté un temps soit peu à la fête qu'on appelle ça voilà, c'est ça. Donc, obligatoirement, si cela est fait... Donc, vous militez pour un quota en équipe nationale, un quota, un quota au niveau donc, du cru national pour l'équipe nationale, c'est ça? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Bon, ça c'est des éléments aussi qui se discutent. Hein. Ça se discute, mais je pense que en ce moment, parce que si vous avez une liste de 23 à prendre, il est évident que la marge de manœuvre n'est pas aussi grande. Non, mais évidemment, par rapport donc à... Mais il y a des équipes qui l'ont expérimenté. Je pense qu'à un moment donné, on ne pourrait pas beaucoup parler parce que tout simplement, comme les championnats arrêtés, quand on va le dire, les gens pourront peut-être penser qu'on rêve. Sinon, en temps normal, moi je pense que je suis pour même déjà qu'on appelle les locaux, que ceux qu'on appelle qui ne jouent pas dans leur club. Et même s'ils jouent, ils jouent, n'est-ce pas, des bouts de match. Donc vous préférez un local faire régulièrement, voilà, parce que professionnel qui n'est voilà, pas parce régulier. que l'entraîneur national est forcément ici basé à Ouaga. Il pourrait chercher à prendre les meilleurs et puis trouver, n'est-ce pas, des jours dans la semaine et pour au moins quand même travailler avec eux. Ça pourrait l'amener à avoir au moins un bon résultat. Quand vous regardez la Zambie qui a pris la CAN face, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire, vous voyez que l'ossature était complètement sur le local. Ensuite, quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas comparer championnat un championnat, mais quand vous regardez l'Égypte, il y a peut-être que 5 professionnels seulement qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Il y a la question du niveau du championnat, et la question de la réalité du championnat. Tout à l'heure, nous on vous écoutait tout à l'heure sur nos enfants qui, sont dans des conditions qui sont très difficiles. Je ne pense pas que ce soit... Depuis qu'il est là, moi je ne suis pas à Ouaga, je viens rarement pour regarder les matchs à Ouaga, mais je pense que ce que je sache, il ne parle même pas beaucoup au terrain, il ne parle pas beaucoup au stade, il ne cherche même pas à voir, mais c'est sur des pressions. Que voilà, ceux qu'on prenait, n'est-ce pas, sur le plan local, c'est sur des pressions qu'on les prenait. Parce que telle personne a dit on ne prend pas telle personne, on ne prend pas telle personne. Aujourd'hui, quand on va dire maintenant par rapport aux 4 gardiens qui ont été sélectionnés, Claude Bamba vous dirait que, n'est-ce pas, le gardien de l'AS Douanes devrait forcément être là. Mais maintenant, bon, moi je pense Mohamed Zégué, moi je pense que l'entraîneur gagnera, n'est-ce pas, à donner au moins quand même de la valeur à notre championnat et de la valeur aussi à nos joueurs qui évoluent, n'est-ce pas, sur le plan local. Claude, ce que Baro dit est très intéressant parce qu'il y a 2 volets. Il y a l'intérêt à vouloir faire jouer ceux qui sont dans notre championnat, mais il y a aussi qu'il faut d'abord les connaître. Donc ça veut dire qu'il faut venir regarder les matchs. Est-ce que ça c'est une critique qui tient? Je pense que un sélectionneur il devrait quand même écumer tous les stades et puis essayer de voir, parce qu'on ne choisit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, je suis d'avis avec toi, je suis d'avis avec lui. Hubert Velay, on l'a rarement vu au stade. Je n'ai pas dit qu'on ne l'a jamais vu. Il vient de temps en temps, ça aussi il faut aussi le dire. Maintenant, ça dépend du cahier de charge qu'on a donné à l'entraîneur. Quelle est sa feuille de route, quel est son cahier de charge? On a vu à l'époque Paul Put qui a quand même fait quelques séances aussi avec comment dirais-je, les équipes au niveau local, donc, mais il s'est aussi heurté aussi à certaines équipes qui n'ont pas voulu que l'entraîneur national vienne chez eux là-bas. Donc il y a aussi ça. On a vu, il est parti, je crois que c'était à Bobo, où on a refusé qu'il ne veut pas le voir là-bas. Donc c'est dire aussi que voilà. Moi je pense qu'on gagnerait, n'est-ce pas, à travailler avec ceux qui jouent ici. Et vous savez, quand le Burkinabé reste le Burkinabé, c'est un monsieur qui n'a jamais eu peur, voilà, des noms, qui n'a jamais eu peur, n'est-ce pas, des grandes équipes. Et vous voyez, la plupart du temps, quand le Burkina, n'est-ce pas, affronte une grande nation de football telle que le Nigeria ou je ne sais, Algérie, tout ce qui s'ensuit là, vous allez comprendre qu'ils jouent bien au ballon. Ils jouent très bien au ballon. Par contre, quand ils vont voir une équipe qui a le même niveau qu'elle, vous comprendrez que quelque part, qu'on appelle ça ne donne pas, parce que voilà, il y a le complexe, n'est-ce pas, de supériorité qui fait que quelque part c'est un peu compliqué. Bon, donc moi je pense qu'il faut travailler, n'est-ce pas, à faire comme la Zambie, à faire comme Savoter l'a fait, paix à son âme. À l'époque, il avait qualifié l'équipe pour la première fois, l'équipe du Burkina, n'est-ce pas, avec pratiquement des locaux. Et en plus, n'est-ce pas, et par rapport à lui-même encore, et il avait beaucoup misé sur les locaux. Et peut-être chercher à aller trouver, n'est-ce pas, des oiseaux rares au niveau de la Côte d'Ivoire, des Burkinabés, qui sont venus aussi quand même donner au moins un certain élan, n'est-ce pas, à notre équipe nationale. Sinon,
Moi, je pense que c'est pas ça ne vaut pas. Quand tu vas voir nos joueurs qui se trouvent, n'est-ce pas, à l'extérieur, quand tu regardes, n'est-ce pas, leur temps de jeu, ça ne vaut absolument rien. Et puis, quelque part, je me dis, ici, le problème, c'est quoi? Lorsque tu joues dans le championnat burkinabé en tant que local, il se suffit même pour aller tout prendre au Niger, là. Le mois qui suit, on va t'appeler en équipe nationale. Je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est comme si nos entraîneurs ne sont pas aussi à la hauteur pour former les jeunes. Alors que quand vous regardez la CHAN que nous jouons ne sont pas beaucoup ridicules. Si. Et quand vous allez voir, la plupart des temps, on a vu, si vous voulez bien, on a vu Yacouba, le latéral gauche qui n'était pas un gaucher, n'est-ce pas, Koulibaly, qui a beaucoup joué au Racing avant de partir la chose. Il a beaucoup tenu ce côté gauche des étalons avant de s'expatrier. Donc moi je me dis qu'il faut donner la chance plutôt aux locaux que de vouloir chercher des gens qui ne jouent pratiquement pas. Donc c'est ça aussi qui pose problème. Non, je pense que c'est assez, oui, c'est ce qui est assez intéressant. Donc je réponds à votre question d'ailleurs par rapport à l'analyse que je fais de cette liste. Je l'ai dit tantôt, lui aussi il le confirme aujourd'hui, il a parlé de Saboteur. Saboteur s'est caractérisé également aussi par son audace. Voilà, alors que quand on regarde cette liste de bienvenus là, ça manque d'audace. Voilà, il a fait du velude. Il a laissé des certitudes. Il ne s'est pas cassé la tête pour évidemment se dire que bon, quel est l'élément nouveau que je vais apporter. Qu'est-ce que, par exemple, se permettre donc au-delà de l'équipe qui est là, de prospecter ailleurs, de regarder. Est-ce qu'il y a un oiseau rare qui peut venir bousculer la hiérarchie tout de suite? Parce que les gens ont vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux et puis bon, l'appel au pied de Régis Ndo qui est du côté donc du Portugal, qui est assez intéressant, qui joue régulièrement dans je sais pas bien, il a 8 matchs sur 15, donc ça veut dire qu'il joue un match sur 2, ça veut dire par rapport aux autres qui sont là, et il est assez intéressant en termes donc de percussion, en termes donc de je dirais de vivacité également aussi, qui aurait pu être aussi un atout intéressant pour le Burkina, du tout que lui-même faisait l'appel du pied. Donc il ne l'a pas fait, il a pris dans la préliste des 55 joueurs qu'il a envoyé à la CAN, mais il n'a pas osé franchir le pas en allant le chercher comme donc un joueur qui pouvait être cet élément qui allait être l'élément nouveau, ce facteur X qui pouvait donc apporter quelque chose à cette équipe nationale. Il ne l'a pas fait. Je regrette également aussi qu'il n'y ait pas Souleymane Alio dans cette équipe-là, parce que quand vous avez la possibilité d'élargir la liste, parce que on est à 27, une liste élargie de 27 joueurs, je pense qu'il aurait pu quand même donner ce signal fort aux jeunes pour leur dire que les meilleurs sont les bienvenus dans mon équipe. Et on sait que Souleymane Alio, donc étalon cadet, meilleur joueur de la CAN, meilleur joueur de la CAN des cadets de U17, qui était donc tout récemment à la Coupe du Monde et qui attire beaucoup de convoitises. On avait beaucoup d'équipes, beaucoup de pays, en tout cas, essayer donc de faire le forcing, même s'il a signé. Donc, c'est pour dire que c'est un peu ça que moi j'attendais un peu de lui. Capable donc de pouvoir nous donner ce message-là, capable de pouvoir dire que je ne suis pas figé, je ne suis pas un entraîneur fermé, figé, mais j'ai des ouvertures, mais également aussi je suis regardant sur les qualités et des joueurs, il y a des gens qui gravissent vite les échelons, qui sont capables donc d'aller rapidement et de sauter donc des passerelles. Donc avec Souleymane Alio, il aurait pu l'avoir, et ce marketing que toutes les équipes cherchent aujourd'hui, on l'aurait eu, avec quand même le meilleur joueur de la CAN U17 qui est là. Déjà ça allait faire des convoitises, ne serait-ce même qu'en termes donc de charme, en termes donc de marketing autour de l'équipe, ça aurait pu faire quelque chose, que ça soit avec Stéphane Ndo, avec José Ndo ou encore avec Souleymane Alio. Je pense qu'il a raté véritablement le coach en ne faisant pas cette lecture-là. Il y a eu la critique qui a été faite sur le nombre de gardiens. Quand on regarde, en gros, même si vous allez jusqu'en finale, c'est en gros 7 matchs que vous jouez, vous envoyez 4 gardiens. Non, moi c'est assez technique pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas forcément aller dans cette polémique-là parce que ça va vite. Voilà. On a vu des équipes partir avec, même nous les étalons. Si par exemple on devait jouer, après le match de classement, s'il y avait un autre match, il était évident qu'on n'a plus de gardien remplaçant. Puisque Hervé Kofi est blessé et donc Farid s'est blessé aussi au match, donc il restait qu'un seul gardien. Donc rapidement, les enchaînements d'événements peuvent faire que vous vous trouvez dans une situation assez difficile. C'est possible.
Ça a été vu. Maintenant, c'est une liste élargie. C'est une liste élargie. Vous n'avez même pas un gardien local. Et parmi les gardiens au niveau local, il y en a quand même qui ont vraiment leur place. Aujourd'hui, par exemple, je me dis, tous ceux qui sont appelés méritent d'être dans la sélection. Voilà. Parce que c'est des Burkinabés, ils sont venus pour choses. Je ne vais pas dire telle personne ne mérite pas telle. Non. Peut-être telle personne méritait d'être là. Mais je ne veux pas qu'on enlève quelqu'un, non, mais tous méritent, ils sont tous des Burkinabés, ils sont des joueurs, tout. Quand je prends Sébastien Tout, le gardien, il est assez intéressant, parce qu'il est le gardien de U20, donc effectivement, on voit qu'il est en train donc, de préparer cette relève-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que... c'est la logique sportive qu'on ne comprend pas chez Velud. C'est ça qui pose problème. Parce que Zégué était là, à un moment donné, il n'était pas là. Il est là presque 30 ans, ou plus de 30 ans, ou de presque 30 ans. Voilà, vous avez Mohamed Zégué qui a 22 ans. Voilà. Quel est c'est pas quel mécanisme, c'est quel est le choix que tu fais en emmenant un gardien qui a un âge avancé au lieu de prendre des jeunes qui donc pour travailler sur l'avenir. Parce que si tu fais venir des garçons, un gardien qui est assez âgé, c'est peut-être pour apporter son expérience ou en tout cas pour qu'il soit le numéro 1, pas le numéro 2 ou le numéro 3. Mais si vous envoyez un gardien d'expérience qui va devenir jusqu'au numéro 3, le numéro 3 généralement est réservé pour les jeunes gardiens qui doivent apprendre. C'est un peu ça la logique sportive que je ne comprends pas chez Velud. Voilà, c'est ce que peut-être que c'est ce que mais sinon, prendre 4 gardiens, Sébastien Tout, il est aussi bon. Il est aussi bon, il est aussi intéressant, son profil est intéressant. Il est jeune, c'est le gardien de U20, il vient en équipe nationale, il va aussi de choses, parce qu'il faut préparer la relève, parce qu'effectivement, il faut aussi emmener cette concurrence là au niveau des gardiens, parce que je trouve que Hervé Kofi, il est trop dans un confort, il faut aller le chercher aussi. Alors, il faut aussi chercher des gardiens qui sont capables d'aller le chercher. Parce que le poste de gardien est assez spécifique. Vous pouvez être très bon, mais ne pas être le numéro 1, parce que celui qui est là, on a une certaine confiance en lui, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de qualité. Voilà, c'est ce qui fait que Sébastien Tout, moi je suis d'accord que on amène un jeune gardien comme ça pour qu'il aussi apprenne, parce que bon, voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, le gros chantier reste, à mon avis, donc le milieu de terrain burkinabé. Et là, aujourd'hui, Velud n'a plus le choix. On va à la CAN, il n'y a plus d'essais à faire. Il avait Sacha Bansé, qui était là, tout le monde en parle, qui joue à Valenciennes, qui est donc en deuxième division française, donc qui est quand même une division assez intéressante. Mais il a toujours appelé, mais il ne l'a jamais classé. Il ne l'a jamais fait jouer même une minute. A contrario, vous avez un garçon comme Boni Trouva qu'il fait venir, qu'il fait jouer de temps en temps, et que toujours appelé, souvent il joue, et qu'aujourd'hui, dans cette liste-là, Boni Trouva ne fait pas partie. Donc c'est un peu cette, je dirais cette incongruité dans la façon de faire de Velud là qui moi me dérange un peu, parce que en ce moment-là, quelle est l'ambiance que vous mettez dans votre groupe? Voilà. Comment les gars, comment on peut travailler de façon sereine quand on sait qu'aujourd'hui, lui, il vient, il peut venir là, il prend ma place, je ne sais pas par quelle magie, est-ce qu'il est plus bon que moi, je ne sais pas. Quel a été... donc on dit que Velud comme on est soumis à plusieurs types de pression aussi, je ne sais pas si c'est vrai, voilà, parce que aussi, il ne faut pas aussi oublier aussi que dans cette façon de faire là aussi, il y a aussi la guerre des agents de joueurs sur les entraîneurs, et ce n'est pas propre à Velud, c'est pas que le Burkina Faso, ça arrive pratiquement à tout. Maintenant, il faut avoir le dos rond, il faut être assez solide pour évidemment gérer cette question-là. Maintenant, s'il ne l'a pas fait, bon, ça c'est lui qui doit répondre. Donc, Karim Barou, la question des pressions, vous dites c'est des éléments avec lesquels il faut faire. C'est normal. C'est normal. Parce que la pression des agents, vraiment, bon, allez-y. La pression des agents, par exemple. Et même des présidents de club, c'est-on jamais, parce que chacun a envie de voir son joueur là-bas aussi. Oui, parce que le football, n'est-ce pas, c'est un but lucratif et chacun travaille, n'est-ce pas, à vouloir faire voir ces éléments pour éventuellement tendre vers au moins un bon marché, et c'est ce qui fait que quelque part il y a la pression. Et puis l'entraîneur souvent se fait traîner, n'est-ce pas, dans cette boue, parce que lui aussi quelque part il sait qu'un jour ou un jour à l'autre il peut peut-être quitter la sélection. Mais maintenant pour avoir une autre sélection ça va poser des problèmes. Bon, ils ont des mauvaises façons de voir des choses, et puis maintenant ils veulent se faire des sous avant de partir, donc forcément il y a la pression.
il y a la pression et puis encore la volonté de bien faire des entraîneurs aussi. Et je dirais bien que même les cas, n'est-ce pas, des joueurs qui ne sont pas convoqués, qui semblent comme le joueur, vous avez dit là, voilà, lui par exemple, c'est un très bon joueur. Je l'ai visionné sur voilà, les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il est vraiment, c'est un joueur, n'est-ce pas, qui est très percutant. Voilà, et je pense que il devrait avoir sa place, parce que quand on regarde aujourd'hui, Bertrand Traoré qui semble être, n'est-ce pas, voilà, le commando de cette équipe nationale là, aujourd'hui je ne pense pas qu'il puisse commencer avec le premier match ni le deuxième match. Il n'est pas à point. 100%. C'est pas 10 jours, n'est-ce pas, qui va suffire pour le mettre à point. Et puis voilà, quand vous regardez aussi Dango qui ne joue pratiquement pas, c'est tout de suite, tout récemment, il n'a même pas joué à son poste. Il a joué comme latéral gauche le dernier match qui s'est passé là. Donc ça pose énormément de problèmes. Voilà, voilà, dans l'attaque aussi, voilà, l'homme de Claude Rwamba, Konaté. Mohamed Konaté, ce monsieur, il est assez brouillon. C'est un joueur très brouillon. Voilà, il est brouillon. Il ne ressemble pas ni à Darano ni à Aristide Bansé. Donc ça pose énormément de problèmes. Donc aujourd'hui, mathématiquement, je pense que c'est un peu compliqué, mais moi, aujourd'hui, je suis burkinabé comme tout le monde et je supporte très bien les étalons. Je pense que, à la grande surprise de beaucoup de personnes, malgré tout ce qu'on dit d'eux, le Burkina a fait une très bonne CAN. Ça, moi, je le dis. C'est vrai que Hubert le disait lui-même, si on arrive à sortir de la poule, oui, mais c'est le premier match à la CAN, c'est le premier match, n'est-ce pas, qui est très très important. On joue contre la Mauritanie. Contre la Mauritanie. Si on bat la Mauritanie, je pense qu'on peut se retrouver minimum en quart de finale. Minimum, j'ai dit. Sinon, on peut rééditer la même chose qu'on a fait au Cameroun. Ça, je vous le dis. Je pense que oui, parce que vous savez, la compétition comme la CAN, tout peut aller vite. Ouais. Voilà, tout dépend du scénario, tout peut aller vite. Très rapidement, vous pouvez avoir votre match de référence et puis vous voyez une spirale positive et puis bon, paf, tout s'enchaîne positivement. Parce que le premier tour est considéré comme, j'allais dire, un mini-championnat. Ouais. Voilà, et on veut les deux premiers. Voilà, une fois que tu quittes là-bas, on a les autres matchs, n'est-ce pas, à l'élimination directe. Ça fait que c'est une question de chance, une question de pression, une question de mental, une question de communication avec les joueurs. Une fois que ça s'est fait, d'une bonne façon, je crois que voilà, ils vont mouiller le maillot et puis ils vont aller très loin. Parce que le Burkina est déjà habitué, voilà, aux demi-finales et à la finale aussi. Et je pense que, comme ce que l'entraîneur a dit, il va faire quelque chose que personne n'a jamais vu. Moi, ça m'étonne. Il va ramener la coupe. Et c'est le choix de tout burkinabé. Voilà, donc cette phrase-là n'est pas restée. Voilà, donc moi je pense qu'il faut travailler à ce qu'ils puissent réussir à ça. C'est dans le bon sens, il a dit. C'est dans le bon sens, mais justement, quand vous regardez, quand on prend le cas de Velud, est-ce qu'il n'est pas dans une posture même qui est intéressante? Parce que quand toutes les critiques fusent contre vous et que vous êtes un peu le mal aimé pour être venu après, par exemple, un national comme entraîneur, c'est pas vraiment la bonne posture. Quand on n'attend rien de vous, je pense que c'est là que vous surprenez quand même. Est-ce que c'est pas une bonne posture là? Normalement, ça devait l'amener dans ce qu'on appelle l'orgueil, se de fouetter son orgueil pour montrer de quoi il est capable. Mais à la réalité, c'est que quand vous regardez Velud, je me demande si vraiment il a vraiment cette carrure là pour entraîner une équipe nationale comme le Burkina Faso. Bon, moi je dirais que c'est un peu ça mon inquiétude. Maintenant, la CAN se joue en Côte d'Ivoire. C'est assez particulier pour les Burkinabés. Et quand vous regardez les Burkinabés, ils sont déjà motivés, les joueurs sont déjà motivés par le simple fait que la CAN se joue en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ont fait leur enfance là-bas. Il y en a qui ont fait leur enfance là-bas, il y en a qui vont faire leurs vacances là-bas. Donc du coup, et vous savez un peu cette raillerie qu'il y a entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Donc à chaque fois que les Burkinabés ont la capacité ou la possibilité de montrer ce dont ils sont capables de pouvoir se mettre en valeur, ils l'ont toujours bien fait. Et surtout en Côte d'Ivoire, je crois que ça va sonner encore plus comme le retentissement sera encore plus fort en termes de victoire. Parce que, évidemment, c'est de montrer un peu cela. Et donc, les joueurs le savent. Et ils l'ont déjà en eux. Donc, ça va vraiment fouetter leur orgueil pour aller. Ça veut dire qu'on peut mettre Velud de côté. Et les joueurs seront capables de mettre Velud de côté. Il y a un véritable challenge. Et puis, travailler pour monter. C'est tout. Karim Barou, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour dire que, bon, c'est vrai qu'on condamne beaucoup Velud, Hubert.
Mais moi, je pense que déjà, on le dit en football, c'est pas la façon de jouer qui compte, mais c'est la victoire. Il a quand même qualifié l'équipe à 2 journées de la fin. Hein. Donc pour moi, déjà, c'est ça qui était l'essentiel. Bon, même si aujourd'hui on joue mal et qu'on remporte la coupe, voilà, on dirait que le Burkina a remporté la coupe, on ne va pas dire que le Burkina remporte la coupe avec, n'est-ce pas, un mauvais jouet. Non, ça ne va jamais se dire. Moi, je pense que les gens le chargent trop, il sait ce qu'il veut. C'est cet orgueil que Claude est en train de faire allusion, parce que c'est ça qui le fouette actuellement, raison pour laquelle il dit qu'il fera, n'est-ce pas, quelque chose que quelqu'un d'autre n'a fait. Parce qu'il voit sur les réseaux sociaux, il voit partout, même d'une façon directe, à son endroit, que les gens le critiquent et ils trouvent qu'il n'est pas bon. Mais moi, je pense que, pour moi, ça n'engage que moi, je pense que c'est un bon entraîneur. Dernière question. Une dernière question que je pose, hein. Parce qu'on a commencé avec la crise à la fédération. Beaucoup disaient, bon, est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'avec la CAN qui vienne, ça n'ait un peu un impact sur l'équipe nationale, parce que c'est pas un élément qui quitte du ciel, hein, l'équipe nationale. Quelquefois aussi, c'est l'émanation et de la positivité qu'on a, ou quelquefois aussi des crises et des fractures que nous avons. Est-ce que cette atmosphère ne peut pas avoir un impact? Bon, je dirais que si ça gagne un impact, ça vient, n'est-ce pas, des premiers responsables du football burkinabé. Il a fallu seulement un petit geste qu'il fasse et qu'on n'en parle pas. Et s'il avait déjà compris ce qui c'est déjà la réunion qui s'est passée entre les représentants des clubs et la fédération et les ministres, je pense qu'il avait écouté déjà là-bas et qu'il partait verser les 25% dans les comptes des différentes équipes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parlait pas de crise. Voilà, bon, je pense que c'est ça qui a mené tout ce truc-là. Mais maintenant, on laisse tomber ce geste et on part, n'est-ce pas, extrapoler, on extrapole les problèmes à tous les niveaux jusqu'à ce qu'on va parler des élections de 2020. Il peut avoir un impact? Non, l'impact, moi, personnellement, non, parce que nous allons affaire à des professionnels. La raison pour laquelle l'entraîneur n'a pas pris des joueurs locaux. Voilà, c'est parce que c'est des professionnels, ils savent qu'ils peuvent avoir un grand coup là-bas, en jouant bien, en se faisant, n'est-ce pas, des très bons matchs. Ils peuvent être recrutés, n'est-ce pas, des équipes beaucoup plus hypées que là où ils sont actuellement. Donc, ils ne sont pas là pour penser à ce qui se passe dans le pays. Moi, je dirais, contrairement à ce que le président a dit, je m'excuse, il disait que c'est notre comportement qui a pesé sur la défaite, le nul du Burkina contre la Guinée-Bissau. Et en plus, n'est-ce pas, c'est ce qui a pesé sur les U17. Et pourquoi n'a pas cité, n'est-ce pas, la victoire qui nous a permis d'avoir au moins 4 points contre l'Éthiopie. L'Éthiopie est là, la crise est là. Pourquoi on a gagné l'Éthiopie par un score, sans appel, des 3 buts à la chose. Ils ont pris l'eau de toutes parts. Voilà, maintenant, si aujourd'hui, on doit prendre, n'est-ce pas, ces genres de trucs-là pour choses, les joueurs, ça dépend de l'entraîneur. L'entraîneur n'a même pas fait cas de la crise. Si l'entraîneur savait que la crise pouvait faire, avoir des impacts sur les choses, il allait en parler. Pour lui, il n'y a même pas de crise. Lui, il cherche à faire quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. Donc, moi, je pense que pour moi, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'impact. Mais on dira quoi? Nous sommes en Afrique. Il faut être franc. Et aujourd'hui, on dira bien que peut-être que ceux qui ne sont pas contents, ils pourront faire quelque chose pour que les étalons ne passent pas. Là, peut-être avec cette pensée, mais pas nous. Nous sommes là parce que aujourd'hui, toutes les équipes qui sont là au Burkina, qui sont les signataires de la lettre, j'allais dire la lettre des révoltes, ces gens, ils prient Dieu que les Burkina partent jusqu'en finale et que les Burkina même remportent la coupe pour avoir des recruteurs, des agents de joueurs pour regarder notre championnat et prendre nos poulains. Voilà, pour qu'au moins, si nous avons aujourd'hui arrivé à vendre au moins un certain nombre de joueurs, est-ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de demander si la subvention est tombée, oui ou non? Non. On serait bien riche et puis maintenant, il n'y aura plus de crise. Voilà, c'est pour ces raisons que je dis que, il faut que le Burkina puisse aller très loin. Et j'ai pris Dieu, le grand Seigneur, le tout miséricordieux, pour qu'au moins, quand même, la coupe puisse venir au Burkina. Non, je voulais peut-être parler d'un sujet assez rapidement. Qui est donc le lieu choisi par le Burkina pour faire la préparation. C'est vrai que ça a été une polémique. Voilà, ça a été une polémique. Moi, je trouve que, à mon avis, ça n'engage que moi. Je ne vois pas là où il doit y avoir de polémique, parce que dès lors que vous préparez une CAN,
il faut la préparer de la meilleure des façons, la façon la plus sereine possible. Et je pense que aller jusqu'à Abu Dhabi, qui offre des possibilités et des facilités donc à l'équipe nationale, avec des installations vraiment qui répondent aux normes, où on sait que les pelouses sont impeccables, les installations sont bien, ils ont à l'hôtel et puis le lieu d'entraînement n'est pas loin. Ensuite, ça évite la pollution. Voilà, la pollution, on sait un peu comment ça se passe. Si c'est à côté ici, on sait un peu généralement comment les gens font. Hein, on envoie les filles, donc ça ne coûte pas cher. On peut prendre le billet d'avion d'une fille qui va aller donc dans l'hôtel et puis bon, après ça va envoyer des polémiques. Alors que jusque là-bas, personne ne peut envoyer une fille là-bas pour dire qu'il va. Donc c'est dit que je trouve que c'est bien. Et puis ça offre des facilités. Quand vous regardez là où par exemple, que ce soit le Burkina en Afrique, ou bien si par exemple le Burkina veut se préparer au Togo, vous allez voir qu'ils vont tout payer. Ça veut dire que vous allez payer l'hôtel, vous allez payer l'équipe, vous allez payer le car, vous allez payer. Alors que dans ces pays-là, c'est pas ça. Quand vous arrivez, c'est des pays de services. Dès lors que vous prenez l'hôtel, même si vous demandez, on peut vous dire, bon, le terrain est là pour tout le monde, donc allez-y, si vous demandez, il faut faire des aménagements et tout. Donc finalement, on se rend compte que, en allant dans ces pays-là, qui offrent des facilités là, ça revient normalement moins cher que quand on veut se... Non, moi je pense que quelque part, personne ne se plaint par rapport à la distance, personne ne se plaint par rapport au lieu choisi, mais c'est plutôt le coût. Le coût. C'est le coût que les gens regardent, comme maintenant c'est ton explication qui me fait comprendre que quelque part c'est les services rendus, tout n'est pas forcément l'argent. Aussi c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il n'y a pas à condamner qui que ce soit, mais maintenant il va falloir qu'on regarde aussi du côté du climat. Maintenant, parce qu'on sait que dans les pays le climat, à mon avis, ne peut pas poser problème, parce que quand vous regardez, ils ont ça vacille entre 23, 24, 25, peut-être quand ça monte la journée jusqu'à 30 degrés, je pense que ça va. Ensuite ils arrivent à Bouaké, qui est quand même plat. Donc en 2-3 jours, on s'acclimate facilement. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc pour moi, personnellement, je pense que pour une fois, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Je pense que le lieu choisi, d'ailleurs on était là-bas, quand on a fait la préparation là-bas pour venir ensuite à la CAN pour terminer 4e. Donc je pense que c'est bien. Le lieu, il y a beaucoup de pays d'ailleurs, beaucoup de pays africains d'ailleurs qui vont se préparer là-bas, et donc ça donne les possibilités donc d'avoir des matchs amicaux avec des sparring partners de haut niveau. Je pense que et à moindre coût d'ailleurs, donc c'est bon. On a fait le tour de la question. En tout cas, merci Claude Olma d'être passé. Merci à vous. En tout cas, joyeux Noël à tous les téléspectateurs. Je m'en voudrais de ne pas leur dire un joyeux Noël. Et puis bon, si on ne se voit pas aussi à l'année prochaine, bonne heureuse année 2024 à tous, et que les étalons nous rapportent la CAN. Évidemment. Amen. Merci aussi à vous, Karim Barrow, d'être passé. Merci beaucoup. Merci pour la considération. Merci d'avoir invité le plus petit des présidents du Burkina. Voilà, parce que nous sommes considérés comme des frondeurs. Je pense que quand tout va rentrer en ordre, on nous appellera aussi autrement. Le King. Président du Royal FC. En tout cas, merci d'être passé. C'est la fin de ce JDS. Je dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On va vous souhaiter encore joyeux Noël. Et on espère se retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien. Merci.